Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'année de votre émission Le Jury du Dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, un numéro dans un contexte de coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais aussi de la campagne électorale pour les élections territoriales du 23 janvier. Et nous avons choisi de recevoir Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amine. C'est le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, un industriel, un religieux, mais aussi un passionné de football comme nous tous. Et nous allons échanger avec lui pour, non pas la durée d'un match de football, mais pour 52 minutes. Bonjour, Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Bonjour Mamadou, merci pour cette invitation dans un contexte, comme vous l'avez dit, assez particulier où on démarre une campagne électorale, mais aussi une campagne de football. Absolument. Oui. Et d'où le titre du quotidien Besbi, coup d'envoi de la CAN et des locales, le Sénégal entre deux campagnes. Alors, je rappelle quand même que le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est une organisation qui regroupe les comités scientifiques des différentes communautés religieuses au Sénégal. Votre cadre s'illustre par ses prises de position sur la marche du pays, de la société, comme récemment les démarches que vous avez initiées auprès des acteurs politiques et de la société civile pour l'adoption d'une charte de non-violence, une charte diversement appréciée. Nous en parlerons tout à l'heure. Fils du défunt khalife général du Tijane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, votre parcours est assez singulier. Formation coranique entre Thiès et Tivaouane, la capitale du tijanisme, internat chez les catholiques. Le reste relève plutôt du classique et se passe de commentaires. Baccalauréat au lycée Seydou Nourou Tall avec mention. Ingénieur agroéconomiste, diplômé de l'Institut agronomique Hassan II de Rabat au Maroc. Cadre de banque pendant 15 ans successivement au Crédit Agricole comme chargé de portefeuille PME agricole et directeur de centre d'affaires à la CBAO cette fois-ci. Secrétaire général du groupe Senuil Sénétanol et administrateur directeur général de Takamoul Food, vous êtes affilié à plusieurs organisations fêtières au Sénégal comme président de la commission négociation commerciale du CNP, Conseil national du patronat, et au niveau sous-régional comme membre élu de la chambre consulaire régionale de l'UEMOA, un organe consultatif de l'UEMOA représentant le secteur privé. Double campagne. La campagne pour la CAN avec les Lions qui sont au Cameroun et qui veulent la coupe, et la campagne électorale en vue du scrutin du 23 janvier. Une double coïncidence qui vous inspire quelle réflexion, Cheikh Ahmed Tidiane Sy? Que les politiques et l'esprit sportif. Je pense que le sport aujourd'hui est devenu un secteur avec des enjeux importants, enjeux financiers, enjeux politiques, enjeux diplomatiques, qui fait aujourd'hui du sport, surtout le football, disons un domaine d'activité qui relève des États. Mais qui aussi est animé toujours d'un esprit, du fair play, un esprit où on s'entraîne, on se donne les moyens d'avoir une victoire. Et lorsqu'on a cette victoire, ça nous amène dans un état second. Oui. Mais lorsqu'on perd aussi, qu'on ait l'esprit sportif, qu'on ait l'esprit fair play. Oui. Et je souhaite que cet esprit fair play anime aussi nos hommes politiques qui démarrent une campagne électorale pour les élections locales. Et il serait judicieux, il serait heureux que nos hommes politiques aient cet esprit sportif pendant ces 2 semaines qui animeront la vie politique de ce pays. Et nos Lions? Je leur souhaite, en tout cas, depuis 86, nous courons, depuis même Asmara, nous courons derrière cette coupe. Nous souhaitons cette fois-ci que ce sera la bonne. Nous avons espoir, nous prions pour que cette Coupe d'Afrique nous revienne. Et surtout dans ce contexte de morosité, avec la pandémie, avec la morosité économique, je pense que ce serait quelque chose qui donnerait qui amènerait un peu de baume au cœur des Sénégalais. Nous pensons que nous avons les moyens, cette fois-ci, encore une fois, de ramener cette coupe. Et nous prions encore une fois pour que cela nous arrive, en tout cas. Très bien. Nous allons revenir sur
cette CAN, mais surtout sur cette élection territoriale, ces élections territoriales du 23 janvier avec le démarrage de la campagne électorale. Une question d'actualité chez Ahmed Tidiane Sy, c'est le débat sur la criminalisation de l'homosexualité. Il y a cette initiative de And Sam Djikoui qui a réussi à convaincre des députés qui en ont fait une proposition de loi portant criminalisation de l'homosexualité. Réponse du bureau de l'Assemblée nationale, cette proposition de loi est irrecevable. On a enregistré ce vendredi la déclaration du Khalife général des Mourides qui qualifie l'homosexualité de crime odieux et qui encourage toutes les démarches légales visant à sa criminalisation. Quelle est la position du cadre unitaire sur ce sujet? J'ai l'habitude de dire que nos positions sont toujours conformes aux desiderata, aux orientations de nos guides religieux, puisque même nos organisations qui composent le cadre unitaire sont des émanations de ces confréries religieuses et de ces associations islamiques. Donc nous ne pouvons être qu'en conformité avec les orientations de ces guides religieux. Comme on le dit dans l'islam, ce qui est illicite ne sera jamais licite. Quel que soit le nombre de personnes, quelles que soient les personnes qui porteront ces griefs, cette abomination, l'homosexualité ne pourra jamais être considérée comme quelque chose de licite dans nos pays. Et vous êtes pour sa criminalisation? C'est une autre question maintenant de criminaliser ou pas. Oui. Je pense, moi en tout cas nous en tant que QDIS, c'est vrai, lorsque nous avons été contactés par Sam Djikoui, nous l'avons accompagné en tant que musulmans, mais aussi en tant qu'organisation émanant de ces conflits religieux, nous avons accompagné dans cette lutte. Maintenant, il est évident que nous ne pouvons pas avoir les mêmes démarches dans le schéma. Nous, en tant que cadre, nous avons opté depuis très longtemps sur l'éducation des masses, par, disons, l'implication des enseignements de nos anciens dans notre système éducatif. Depuis 4 ans, 5 ans, c'est notre combat. Nous avons élaboré un manuel qui est aujourd'hui, qui a pour thème le vivre ensemble, la bonne gouvernance, la paix, etc., qui est l'émanation des écrits et des comportements que nos guides religieux ont eus dans le passé et qui, nous pensons, est aujourd'hui le soubassement de ce qui fait du Sénégal aujourd'hui cette exception. Justement, quelle est votre compréhension, vous, cadre unitaire, des positions exprimées par les guides religieux? Je parlais tout à l'heure du Khalife général des Mourides. Il y a également quelque temps, le Khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour, s'est exprimé sur la question à l'occasion du Gamou. Des déclarations de ce genre, d'ailleurs, du côté de nos chefs religieux, on les enregistre régulièrement. Quelle est la compréhension que vous en avez clairement? Il faut d'abord partir... Quand ils disent que c'est un crime odieux, qu'ils encouragent toutes les démarches légales, vous en avez quelle compréhension? Je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre le caractère abominable de l'homosexualité et des moyens de lutte pour arriver à éteindre ou bien à éradiquer ce mal. C'est vrai, l'homosexualité a toujours existé dans les sociétés, disons, primitives, et même dans nos sociétés modernes. Et dans le Coran, il est bien dit que Dieu a puni le peuple de Lot qui avait, disons, rendu cette pratique plus ou moins plus répandue. Nous avons, et dans la tradition prophétique aussi, il est évident qu'il y a des hadiths du prophète Mohammed qui, disons, condamnent cet état de fait. Donc, il est indéniable que l'islam ne peut pas accepter cette abomination et condamne fermement et doit lutter pour que cette abomination puisse être éradiquée de la terre. Oui. Maintenant, quels sont les moyens juridiques, sociologiques, psychologiques, de droit dont nous disposons pour pouvoir éradiquer ce mal? C'est là où peut-être il peut y avoir réflexion et discussion. Je pense que... Oui, mais la démarche d'Anne Sam Djikoui est claire. Ça a abouti à une proposition de loi pour criminaliser l'homosexualité. Le bureau de l'Assemblée nationale a rejeté cette proposition de loi. Ici, est-ce que la position des guides religieux, selon votre compréhension, c'est de dire qu'il faut criminaliser l'homosexualité? Ou bien vous en avez une autre lecture? Non, j'ai la même lecture
que, n'étant pas juriste de formation, je ne voudrais pas, disons, faire une analyse fausse d'une situation que je ne maîtrise pas. Nous louons, nous accompagnons, nous appuyons le Samu Dikoyi dans cette démarche de criminalisation. En tant que cadre unitaire, nous sommes sans équivoque sur cela. Maintenant, c'est moi qui aujourd'hui lance le débat. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait permettre, disons, dans un cadre de discussion formelle entre les jurisconsultes musulmans, parce que c'est un phénomène qui touche aujourd'hui l'ensemble des secteurs, l'ensemble des connaissances, en tout cas, qui tournent autour du droit. Je donne des exemples. La criminalisation du viol aujourd'hui, je pense qu'il a été fait en 2019, est-ce qu'aujourd'hui, elle a participé à éradiquer le viol dans nos pays? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. La criminalisation le viol est toujours là. La criminalisation de la drogue, avec la loi de Latif Gueye, est-ce qu'elle a permis de réduire la consommation de drogue dans nos pays? C'est une question que je pose, je n'ai pas les réponses aujourd'hui. Je pense qu'il y a, c'est vrai, cet activisme qu'il faut mettre en place pour pouvoir dire aux gens, c'est de l'abomination, il ne faut pas aller vers cette abomination. Maintenant, il faudrait aussi qu'on pose les questions techniques au plan du droit pour voir est-ce que les actes que nous posons, l'efficacité des actes que nous posons est à même de pouvoir nous amener à éradiquer ce mal. Je veux que les Samu Dikoyi, dont nous sommes partie intégrante, les jurisconsultes musulmans, les gens du droit positif puissent discuter sur quels sont les moyens les plus efficaces aujourd'hui pour aller vers cela. C'est un peu moins... Votre avis, c'est quoi? C'est d'instaurer un débat pour aboutir à quelque chose de consensuel sous forme de proposition de loi ou de projet de loi? C'est quoi? Je pense que c'est ça qu'il faut aller. Quand on a les femmes, les associations de femmes ont lutté pour avoir le droit à la criminalisation du viol, elles se sont battues. Est-ce qu'elles ont eu le résultat qu'ils ont voulu? Nous tous, nous sommes d'accord sur cette criminalisation du viol. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a eu les résultats escomptés? Je ne sais pas. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que les associations, dont nous, les jurisconsultes, discutent sur la criminalisation. Qu'est-ce que la criminalisation d'une loi d'abord? C'est aller passer d'une pénalisation, donc d'un délit, à un crime. C'est ça. Ce qui voudrait dire une instruction d'un dossier. Oui, justement, les guides religieux ont clairement dit que c'est un crime. Oui, je suis d'accord. Mais ça signifie quand même beaucoup de choses. Je suis d'accord. Je vais poser une question très précise. Criminaliser l'homosexualité voudrait dire aller vers une instruction. Qui dit instruction dit charge de preuve. Sur le plan purement islamique, comment pourrait-on établir la preuve qu'il y a eu un acte contre nature sur le plan purement islamique? Ou bien est-ce qu'on va se baser uniquement sur le droit positif pour dire qu'il y a eu un acte contre nature? Parce que l'islam voudrait que, pour prouver qu'il y ait un acte contre nature, qu'il y ait différentes personnes provenant de différents horizons qui puissent voir l'acte de par eux-mêmes. Aujourd'hui, aller vers une criminalisation, aller vers une instruction d'un dossier, je ne parle pas de criminalisation, mais une instruction d'un dossier, voudrait dire qu'un juge d'instruction, je fais comme si je suis un juriste, je ne suis pas un juriste, mais bon, je connais un peu ça. Aller vers une instruction voudrait dire que le juge d'instruction devrait établir de manière formelle qu'il y a eu un acte contre nature. Je ne pense pas qu'on puisse aller vers une situation pareille, en tout cas si du point de vue du droit islamique. Est-ce que maintenant on va faire un peu d'amalgame, utiliser le droit positif pour établir des faits sur la base de preuves basées sur des situations d'instruction de dossier? C'est des questions que les jurisconsultes musulmans, les hommes de droit doivent discuter pour voir quels sont les moyens les plus adéquats aujourd'hui pour arriver à une criminalisation, mais une criminalisation de fait qui puisse nous permettre d'aller vers une éradication ou bien de maintenir l'homosexualité dans sa plus simple expression. On l'a toujours dit, c'est un phénomène qui a toujours existé dans nos sociétés, c'est un phénomène qui a toujours été, il est vrai aussi, marginal, mais ce qui a changé entre-temps, les pays européens ont légiféré et ont voulu nous imposer des lois
venus d'ailleurs, qui ne correspondent pas à nos valeurs islamiques, qui ne correspondent pas à nos valeurs traditionnelles. Oui. Le sentiment de certains, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale a fauté. Vous n'avez pas le droit de rejeter une telle proposition de loi. Et plus loin, les tenants de cette thèse estiment qu'aujourd'hui, dans notre pays, qu'il y a des lobbies, d'abord LGBT, mais des lobbies qui tendent à faire la promotion des LGBT. Vous en pensez quoi? Je pense que le bureau de l'Assemblée nationale aurait quand même dû poser le débat de manière plus large avant de rejeter cela. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que nous sommes dans un pays quand même de démocratie où, quand une partie du peuple a des exigences vis-à-vis du législatif, du pouvoir législatif, ce pouvoir a l'obligation de pouvoir l'analyser et le soumettre même peut-être parfois au plus grand nombre dans l'hémicycle, afin que les gens puissent donner leur avis. Les choses n'auraient pas dû s'arrêter au bureau de l'Assemblée. Aussi rapidement. Ils auraient dû aller au-delà. Au-delà et discuter, poser le véritable débat. La commission des lois, la commission la plénière éventuellement. Exactement. Hein? Et poser un débat pareil pour qu'on puisse voir, parce que je pense que il faut lutter contre l'homosexualité. Je pense que la criminalisation pourrait être une solution. C'est mon avis personnel. Je pense qu'aussi, il faut trouver les moyens juridiques de rendre cette loi plus efficace afin qu'on ne retombe pas dans les mêmes travers et que dans 10 ans, dans 15 ans, on se dit oui, on a criminalisé, mais on n'a pas pu atteindre les objectifs. Justement, le bureau de l'Assemblée reprend une autre thèse en disant que les moyens juridiques existent déjà. Pourquoi vouloir aller vers une criminalisation? Et le bureau rappelle les déclarations répétées du chef de l'État qui a eu à dire clairement que le Sénégal n'ira jamais vers une dépénalisation de l'homosexualité. Est-ce que c'est un argument qui est valable? Moi, je ne suis pas toujours dans les théories de complot où on dit qu'il y a des lobbies qui viennent. Non, il est évident, c'est vrai, qu'il y a au niveau international des personnes qui ont des tendances sexuelles données et qui veulent vivre cette tendance sexuelle librement. Ça, il faut le reconnaître, ça existe au niveau international. Maintenant, dire que, bon, il y a des personnes qui viennent nous mettre dans une situation où on nous impose cela, moi je dis que cet agenda-là, nous avons les moyens de le combattre. D'abord, de par notre éducation religieuse, nous avons des autorités religieuses qui jouent le rôle de veille pour que ces choses-là n'arrivent pas dans nos pays, ou bien que ça soit, en tout cas, quand ça arrive, qu'il y ait des personnes qui sont là pour le faire. Le Khalife général des Tidjanes, à 2 reprises, pendant 2 gamous successifs, en a parlé. Le Khalife général des Mourides en a encore parlé hier, dans un communiqué par le Raoul Rayahin, qui est membre du cadre unitaire de l'islam. Donc, ce qui veut dire que nous sommes ensemble dans ce combat-là, avec nos autorités religieuses. Maintenant... Et quid des conséquences d'une criminalisation éventuelle de l'homosexualité? Certains disent, mais il y a des conséquences fâcheuses que cela pourrait entraîner, conséquences économiques, conséquences financières, parce que c'est des lobbies puissants. Je ne suis pas pour qu'on nous impose des choses juste par rapport à pour des raisons économiques. Comme si on souhaiterait prendre l'argent de la drogue parce qu'il y a des puissants lobbies de la drogue qui sont dans le monde. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes droits dans nos bottes. Si c'est pour des raisons économiques, je ne suis pas d'accord. Je soutiens, c'est vrai, je suis rassuré par les autorités, le président de la République en premier, quand il parle de son engagement à ne jamais aller dans le sens de dépénaliser l'homosexualité. Ça, nous le comprenons. Nous sommes confiants dans cela. Nous sommes confiants que, même au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que c'est des musulmans qui sont dans cet hémicycle. Je ne jette pas l'anathème sur ces musulmans qui ont leur famille, qui ne vont pas prendre des décisions, je pense, qui seront à l'encontre de leurs valeurs morales. Donc, mais aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas, pour des raisons politiques ou des raisons politiciennes, qu'on puisse rejeter l'eau du bébé avec l'eau du bain. Il va falloir poser le débat de manière objective, voir les mesures qu'il faut mettre en place pour que l'homosexualité ne puisse pas prospérer dans notre société. Alors, dernière question sur ce sujet, sous forme de réflexion d'ailleurs.
est-ce qu'il ne serait pas encore plus judicieux, au lieu de se focaliser sur la criminalisation de l'homosexualité, de se concentrer surtout sur ce qui est recherché derrière, le mariage pour tous? Est-ce que ce focus sur uniquement la criminalisation de l'homosexualité n'occulte pas finalement un autre enjeu plus important pour l'équilibre de notre société, l'équilibre de nos familles, à savoir le mariage pour tous? Je suis parfaitement... Qui existe aujourd'hui dans beaucoup de pays. C'est ça qu'il faut mettre en... Disons qu'il faut barrer la route. Je disais tantôt que l'homosexualité a évolué, même la perception de l'homosexualité a évolué dans le monde. Au début, c'était une maladie. C'était considéré comme un dérèglement psychologique de l'individu qui le poussait à avoir des comportements contre nature. En Europe ou en Occident globalement, cette perception a évolué jusqu'à ce qu'on légifère. Et que maintenant, l'homosexualité rentre dans le cadre des droits, des nouveaux droits, comme les nouveaux droits, les droits humains. Les droits humains. Nous pensons que l'homosexualité, pour moi, ne doit pas être, puisque ne rentrant pas dans les actes, disons, consacrés naturellement par nos religions, consacrés par nos traditions, l'homosexualité ne doit pas être légalisée. Cela, que ce soit dans nos pays, que ce soit ailleurs, que ce soit dans les organisations internationales, il s'agit d'un acte, comme on le dit, contre nature, et qui ne contribue pas au développement de l'humanité. Aujourd'hui, le commun de l'espèce, c'est de se multiplier, c'est de se développer et de jouer un rôle dans la nature. Un enfant doit avoir un père, une mère. Un père qui est homme, une mère qui est femme. Effectivement. Et non premier parent, deuxième parent. Hein? Effectivement. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où déjà nos familles ont des problèmes. Si on se met maintenant à créer d'autres problèmes à nos familles en y ajoutant des familles avec deux hommes ou bien des familles avec deux femmes, je pense que ce n'est pas bon pour notre société, ce n'est pas bon pour notre nation, ce n'est pas bon pour notre morale, pour notre religion. Très bien. Je pense ainsi avoir repris les questions posées par Self-Made Man, c'est comme ça qu'il s'appelle sur Facebook, Mohamedou Lamine Gueye, Ibrahim Ngom, Cheikh Malik Fall, mais aussi Boran Baghdad. Voilà. Nous aurons l'occasion de revenir également sur d'autres questions. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous recevons ce dimanche Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin, c'est le président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Alors, revenons à la campagne électorale en vue des territoriales du 23 janvier, campagne qui a démarré ce week-end. Votre charte de non-violence a-t-elle eu l'effet escompté? Je dirais oui. D'abord, ce n'est pas notre charte, parce que c'est une idée de charte que nous avons lancée sur la base de déclarations de nos guides religieux lors des derniers événements, mais aussi sur le caractère urgent sur lequel on appelait toujours les religieux à vouloir intervenir sur l'espace public. Notre implication lors des événements du mois de mars a montré à souhait que le rôle des religieux doit évoluer dans notre société. D'abord, parce qu'il ne peut pas continuer à les utiliser à la carte dans une société, comme on le dit, à 95% de musulmans ou bien même à 100% de religieux, où l'État intervient de manière régulière dans la religion, mais aussi la religion intervient de manière régulière dans l'État. Il est important qu'on puisse formaliser tant soit peu cette relation entre État et religion. Cela a été, le point de départ un peu de notre implication lors des événements du mois de mars, en demandant à nos autorités de faire la médiation afin que la paix revienne. À sortir de cette médiation, nous avons pensé qu'il fallait adopter une démarche plus préventive, une démarche plus proactive. Ne pas attendre que le pays s'embrase pour qu'on appelle les religieux à la rescousse. Fort de cela, nous avons entamé une réflexion en nous disant quels sont les mécanismes qu'il faudrait mettre en œuvre pour amener les acteurs politiques à jouer un franc jeu, d'abord,
à se parler, parce que parfois il y a une rupture totale du dialogue, alors que pour moi une opposition et un pouvoir doivent se parler en tout temps, mais aussi pour voir dans quelle mesure on peut faire jouer un jeu démocratique sans violence. Parce que nous pensons qu'en démocratie, la violence c'est l'exception. Nous avons donc entamé cette réflexion en impliquant les acteurs politiques dans la réflexion. Justement, au jour d'aujourd'hui, avez-vous pu trouver un terrain d'entente avec la coalition Yewwi Askan Wi, par exemple? Nous avons été voir toutes les coalitions. Lorsque l'idée de charte a été lancée, nous avons été voir en consultation toutes les coalitions. La coalition Yewwi a bien voulu nous recevoir et nous, en tout cas, donner des gages sur leur prédisposition, leur disposition à aller vers des élections apaisées. Bien entendu, la coalition Yewwi a bien voulu nous dire quelles sont les récriminations qu'il avait vis-à-vis d'abord de la démarche que nous avons eue, mais aussi de, disons, les sources de violence dans le pays qui, selon eux, en disant que le pouvoir était responsable de la violence. Et elle a refusé de signer la charte. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a encore signé la charte. C'est hier que nous avons envoyé la charte qui a été, disons, finalisée, la mouture définitive à toutes les coalitions, même à celles qui n'ont pas participé à sa rédaction, parce que le cadre n'a été qu'un facilitateur. Cette charte a été rédigée, corrigée, négociée entre acteurs politiques. Donc c'est hier que nous avons, et normalement le jeudi prochain, nous devons avoir une séance de signature de cette charte. Séance de signature avec tous les acteurs qui sont impliqués dans... Vous en avez la garantie que tout le monde va signer? Nous sommes le plus important, et je le redis, ce n'est pas la signature de la charte, parce qu'une charte, c'est un engagement moral. Certains ont dit que oui, la Constitution existait, qu'on n'avait besoin d'aller vers une charte. Mais nous pensons qu'à des moments précis, à des moments cruciaux, il est important de rappeler aux acteurs les dispositions peut-être qui n'ont pas encore été respectées ou qui posent problème dans notre Constitution. Mais la signature, l'acte de signature est symbolique. Effectivement, c'est une force de symbole. C'est pourquoi nous invitons toutes les coalitions à venir, en tout cas, signer cette charte. Nous les invitons. Maintenant, au cas où il y aurait des coalitions qui ne souhaiteraient pas signer, nous respectons leur position. Et tout ce que nous leur demandons, c'est que cet engagement moral qu'ils ont pris lors des consultations que nous avons menées avec eux, que cet engagement moral d'aller vers des élections apaisées puisse être mis en forme. C'est ce qui est important pour nous. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant dans cela. C'est le Sénégal qui gagne dans tout cela. C'est la démocratie sénégalaise qui gagne dans tout cela. Vous avez rencontré le chef de l'État. C'est quand même le garant de cette paix dont vous parlez, même si chacun doit jouer sa partition. C'est le garant de la sécurité, de la stabilité. Et donc, ce n'est pas faux de dire que le chef de l'État est le premier responsable. Quelles sont les garanties que vous avez obtenues de lui? Oui, nous avons invité, en tout cas, le chef de l'État a bien voulu d'abord nous recevoir, afin de recueillir d'abord notre avis par rapport à cette charte. Donc, nous l'avions présenté d'abord les principes de la charte, mais aussi nous avons fait part des inquiétudes, des craintes des autres coalitions par rapport à ce qui est appelé l'utilisation abusive de la violence sur des acteurs politiques. Et la justice également est critiquée en disant que le pouvoir utilisait la justice pour éliminer des adversaires. Effectivement, et il a bien voulu nous écouter, il nous a compris et nous a rassurés sur sa disposition à accompagner cette dynamique de non-violence en utilisant les forces publiques, parce que c'est notre force, nous avons confié notre force à l'État afin qu'il assure la sécurité des biens et des personnes. Donc nous avons assuré qu'il va accompagner cette dynamique de non-violence en utilisant exclusivement, bien entendu, les forces publiques pour la sécurité des biens et des personnes. Et aujourd'hui, il est évident que nous sommes confiants que cette disposition, cet engagement sera respecté, tout en sachant que l'État aussi ne doit pas, le président l'a bien voulu dire, autoriser l'anarchie.
l'anarchie, ce qu'on a vu par exemple au mois de mars, était quand même assez difficile à voir dans un pays démocratique. Et il est évident que nous tous, nous ne devons pas accepter que notre pays bascule vers des situations pareilles. Donc aujourd'hui, nous pensons que le président de la République serait dans de bonnes dispositions, en tout cas, à accompagner cette dynamique de pays en autorisant les manifestations, que l'autorisation soit la règle et que l'interdiction soit l'exception, en bannissant ce qu'on a appelé les nervis, que les forces privées ne soient plus en tout cas enclines à disons, poser des actes qui ne sont pas conformes en tout cas à la préservation de la paix, en disons que les juges, la justice soit plus réhabilitée, parce que, qu'on le dise, la perception la plus partagée aujourd'hui au Sénégal, c'est que la justice est parfois manipulée. C'est une perception, que ça soit vrai ou pas. En tout cas, il va falloir travailler à que cette perception soit plus favorable. Et tout cela, nous pensons, devrait aboutir à une préservation de la paix, que l'opposition soit rassurée des engagements de l'État, mais aussi que l'État soit rassuré que l'opposition ne posera pas des actes qui puissent déstabiliser l'État. Est-ce que dans votre entendement de cette justice, de cette réhabilitation de la justice, par rapport à la perception négative qu'en ont beaucoup de Sénégalais, ça doit aller jusqu'à faire cesser des poursuites judiciaires, de quelque nature qu'elles soient, contre des hommes politiques et plus particulièrement des opposants? Tout cela doit se faire dans le respect quand même du droit et de la justice. On ne peut pas construire un pays sur la base de négociations entre politiques. Je pense que si des personnes sont, disons, condamnées, en tout cas selon des règles bien établies et bien formelles, il n'y a pas de raison que qu'on revienne sur cela. Par contre, si une personne pense que son procès n'a pas été équitable, il est évident que aller vers sa réhabilitation devrait être, pour moi, en tout cas, une source de préservation de la paix sociale. À notre niveau, nous pensons que tous les actes aujourd'hui qui contribueraient à apaiser le climat social, que ce soit la réhabilitation de personnes, d'acteurs politiques injustement condamnés ou qui pensent qu'ils ont été injustement condamnés, pour moi, devraient être encouragés. Parlons des cas concrets. Ces deux cas d'ailleurs, Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade, c'est quoi votre proposition? Parce que vous avez eu à aborder ce sujet avec le chef de l'État. Effectivement, nous l'avons abordé et il a promis d'ouvrir des discussions allant dans le sens de la réhabilitation, mais bien entendu, en restant dans les carcans du droit et de la justice. J'ai entendu parler d'amnistie. Oui. Je pense que l'amnistie, même les personnes incriminées ne sont pas demanderesses de cette amnistie. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir trouver les moyens juridiques, les moyens légaux qui permettent, en tout cas, si réhabilitation doit se faire, à le faire de manière à ce que le droit soit respecté. La question de l'éligibilité, par exemple, empêche aujourd'hui à ces deux personnalités politiques d'être éligibles. Par exemple, je pense que même s'il y a faute, et je ne dis pas qu'il y a faute... pas déjà électeur, donc pas éligible. Pas éligible. Oui. Même s'il y a faute, et je ne dis pas qu'il y a faute, en tout cas c'est la loi qui l'a dit, je ne pense pas qu'une personne qui est fautée, même s'il y a faute, puisse être condamné toute sa vie, ad vitam aeternam, à ne plus pouvoir être électeur ou éligible. Je pense que c'est des dispositions du code électoral sur lesquelles on peut intervenir afin de réhabiliter ces personnes. Maintenant, leur réhabilitation sous forme d'un ouverture de procès, comme le demandent certains, comme M. Karim Wade, cela relèverait de la justice qui, dans son fonctionnement, s'il y a des mécanismes qui montre qu'il y a un vice de procédure dans la mise en œuvre de ces procès, je pense que le droit pourrait le dire et peut-être permettre cette réhabilitation sous forme
d'une réouverture de procès. Mais pour moi, ce qui est important pour l'apaisement du climat social, modifier le code électoral, modifier les dispositions électorales pour les rendre éligibles ou électeurs, je pense que devrait pouvoir se faire dans les meilleurs délais. Jury du dimanche avec Cheikh Ahmed Tidiane Sy, président du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Question de Borom Bagdad. Pourquoi le cadre unitaire de l'islam et les imams du Sénégal ne peuvent pas faire de leurs organisations respectives une seule organisation? Parce qu'il me semble qu'ils ont les mêmes objectifs, l'unité des musulmans, instaurer la paix au Sénégal, la cohésion sociale. Pourquoi aussi le cadre unitaire de l'islam ne donne pas des avis sur les sujets qui pourraient fâcher l'État? C'est comme cela qu'il le dit, comme la criminalisation de l'homosexualité, on en a parlé tout à l'heure, les détournements dans les sociétés publiques, l'impunité des présumés coupables de détournement de deniers publics, la mise en lumière sur des personnes tuées lors des événements de mars de l'année dernière, la question du troisième mandat, c'est beaucoup de questions à la fois. Mais commençons d'abord par l'unité quand même, avant d'aborder les autres sujets. Oui. Je veux d'abord lever une équivoque. Le cadre unitaire, comme j'ai l'habitude de le dire, n'est pas une autorité religieuse en soi. Elle est l'émanation, c'est vrai, d'autorités religieuses, puisque le Raoud Rayahin de Touba est une émanation de la confrérie mouride. Le Zawiya Tijaniya de Tuaon est une émanation de Tuaon. Le comité scientifique Layen, le comité scientifique de Niassan, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il dit, mais le bureau du cadre unitaire est élu par qui et comment est la durée de son mandat et de combien? Hier, en réunion de bureau, je disais, mais quand est-ce qu'on va aller vers l'Assemblée générale? Parce que je n'ai pas envie qu'on devienne les associations où une personne est disons, qu'on identifie à une personne. Parce que on ne va pas rentrer dans l'historique du cadre unitaire de l'islam qui a été créé par ces comités scientifiques qui, au début, concernent uniquement des échanges intellectuels entre ces comités scientifiques. Très bien. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu mettre en place un schéma formel pour un peu promouvoir ce vivre ensemble entre les différentes communautés religieuses. Aujourd'hui, nous avons les mêmes, parfois, sans être une autorité, parce que l'imam est une autorité religieuse, nous n'avons pas la même crédibilité que les imams, puisque l'imam est une émanation de l'islam en réalité. Donc aujourd'hui, si les associations des imams souhaiteraient participer, parce que c'est un cadre de concertation en réalité, si l'association des imams avec qui nous collaborons dans le cadre du croissant lunaire, nous sommes allés les voir, discuter avec eux, nous discutons sur beaucoup de thèmes avec les associations, les deux grandes associations des imams qui existent au Sénégal. Donc il n'y a aucune contrainte à ce qu'on travaille ensemble. Nous le faisons déjà. Maintenant, à ce qu'on fasse un cadre unitaire, je pense que ça fait partie du mémorandum que nous avons remis au chef de l'État. Dans le mémorandum, on a bien parlé de la formalisation des relations entre l'État et la religion sous la forme d'un conseil islamique, que ce soit un conseil consultatif ou un conseil supérieur. Tout cela, c'est des réflexions, je pense, qu'il faut mener entre, d'abord, les organisations religieuses, les confréries, les associations islamiques, avec l'État, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère en charge du culte. Ça doit s'arrêter là ou est-ce qu'il faut aller vers un département chargé des affaires religieuses de manière générale? Le président l'avait fait, et ça, je pense que ça, le plus important, c'est que les religieux s'organisent et qu'ils puissent parler au nom de l'islam, ou bien au nom des religions, parce qu'on est quand même avec l'Église, au nom des religions, que les religieux puissent parler avec l'État d'une seule voix. Nous pensons que cela est possible, soit par un conseil consultatif, parce qu'il y a certaines questions, il y a un vide juridique, entre guillemets, ou institutionnel, où parfois l'État veut parler aux religieux, il est obligé de passer par les khalifes généraux de manière dispersée. Cela peut poser problème. Lors de la Covid, par exemple, la gestion de la Covid, on a eu des dissonances un peu dans la manière de gérer la Covid entre les différentes communautés. Je pense que si les associations religieuses, les confréries religieuses étaient réunis et l'Église était réunie dans un cadre consultatif, dans un cadre de concertation, on aurait pu avoir d'abord les bonnes informations, adopter les mêmes attitudes et discuter avec l'État d'une seule voix. C'est dans ce mémorandum que nous avons remis au chef de l'État, on lance le débat, on ouvre des consultations dans ce sens-là, afin qu'on puisse arriver à une formalisation du religieux dans notre pays. Vous n'avez pas réclamé un ministère? Non.
Du tout. Pour moi, le ministère relève de l'État. Ce qui est important pour nous, c'est que les religieux puissent avoir le mot à dire dans la forme. Alors, Bagdad ne vous lâche pas. L'impunité des présumés coupables de détournement de deniers publics, les affaires de détournement de deniers publics dans les sociétés publiques, naturellement, excusez de la redondance, il dit que vous ne vous prononcez pas, vous ne vous êtes pas prononcé sur ces questions. Nous ne sommes pas des activistes, j'ai l'habitude de le dire. Je suis assailli tous les jours par des sollicitations pour dire vous devez parler sur tel sujet. La grève des transporteurs, sur tous les sujets nous sommes interpellés et nous ne sommes pas j'ai l'habitude de dire, des activistes qui sont là pour taper sur une partie ou sur une autre. Nous sommes des facilitateurs et j'ai l'habitude, je le répète encore, c'est vrai, notre projection sur l'espace public avec cette perception que nous avons été d'abord, je l'ai dit, d'abord c'est l'opposition qui nous a jeté des pierres, comme on dit. Après c'est le pouvoir qui nous jette des pierres. Je dis, tant que nous sommes dans cette posture où les gens pensent que nous sommes d'un côté ou de l'autre, je suis tranquille parce que cela montrerait que je ne suis d'aucun bord. Le CUDIS aujourd'hui est droit dans ses bottes, dans sa fonction de facilitation au service des autorités religieuses islamiques d'abord de ce pays, mais aussi parfois en concertation avec l'Église parce que nous sommes un cadre d'abord islamique. Et nous pensons que ce rôle pourrait évoluer si aujourd'hui nous sommes dans des dispositions à jouer parfois des rôles plus actifs, plus opérationnels. Cette fonction pourrait évoluer, mais pour l'instant, nous nous mettons dans cette fonction de facilitateur et qui nous va bien, tout en ne réclamant pas, parce que nous avons des autorités religieuses sur nous, donc nous ne réclamons aucune autorité. Nous faisons en sorte que les orientations de nos autorités religieuses puissent prendre forme dans la société. Et Mohamed Lamine Gueye qui aimerait bien vous entendre sur les innovations en islam, Bokale en Wolof, les faux prophètes. Et il dit qu'il ne vous a pas entendu. Lui aussi, il a des préoccupations. Oui, l'islam est en train et cela n'est pas nouveau, dans toute l'histoire de l'islam, il y a eu entre guillemets, des prophètes qui ont apparu et qui se sont proclamés d'autorité donnée. Maintenant, le slogan du cadre, c'est de nous... de dire en wolof, ce serait plus simple. Nous muñalante, nous wouté, nous and liguey, nous bok. La tolérance. C'est la tolérance. Le respect de la différence. Le respect de la différence. Donc vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger quelqu'un qui se dit musulman et qui a une certaine pratique de la religion. Tant que cela ne va pas aux antipodes vraiment des règles doctrinales de notre religion. Quelqu'un, sur un acte donné, quelqu'un peut penser que c'est du bokale, l'autre peut penser que ce n'est pas du bokale, c'est du bida ou pas. Pour moi, ça, c'est des perceptions particulières que les gens, une interprétation particulière que la personne peut avoir de la religion. Nous, en tant que cadre unitaire, je peux avoir, moi, en tant que Tidjane, ou en tant que mouride, ou en tant que salafiste, je peux avoir ma perception d'un acte posé par un musulman, mais dans le cadre, je me répète, du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, nous ne discutons pas de ces choses-là parce que nous pensons que chacun, la personne d'abord qui se réclame de l'islam, nous n'avons pas le droit de l'apostasier, si je peux dire. Ce que nous devons faire, c'est de voir qu'est-ce qui est en conformité avec notre foi dans nos relations et le mettre en exergue. Très bien. C'est cela notre slogan, c'est cela notre position dans ces relations avec les autres confréries, avec les autres communautés religieuses. On va y aller très vite, jury du dimanche avec Cheikh Ahmed Tidjane. Si on va parler d'économie tout à l'heure, puisque aussi vous êtes un industriel, un administrateur de société, mais restons sur le gros thème de l'islam, la société. Parlons du khalife général des Tidjanes. Vous appartenez à la famille de Tivaouane, à cette communauté Tidjane. D'abord en tant que fils de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, feu votre père, paix à son âme. Parlons du khalifa de Serigne
Babacar Sy Mansour, khalife général des Tijanes, qui vient de fêter ses 90 ans. On lui souhaite longue vie et santé. Quelle est la philosophie qui sous-tend son califat? D'abord, je peux dire la transparence. J'ai vécu peut-être plusieurs khalifats dans notre communauté. Lors des derniers événements, par exemple, de la Covid-19, il a eu en tout cas la qualité d'appeler toutes les branches de la communauté afin de discuter de la conduite à tenir face à la Covid, face à la maladie. Et je pense que cela est un acte fort en termes de choix, en termes de concertation, qui est un des principes de l'islam, dans la marche d'une communauté, dans la gestion d'une communauté. Donc, toute sa philosophie, je pense aujourd'hui, en tout cas l'un des points focaux de sa philosophie, c'est de la gestion transparente et inclusive de la communauté. Ça, c'est une des qualités que je peux lui témoigner, en tout cas par rapport à la marche de notre communauté. La deuxième, ça, c'est ce que tout le monde connaît de lui, c'est son franc-parler, son caractère directif en tout cas tout ce qui peut être disons, un problème dans la communauté, une contrainte dans la communauté ou bien dans l'islam. Je pense que ça aussi, c'est une force de caractère qu'il a et c'est comme ça qu'il a toujours géré sa communauté, en mettant le doigt sur les choses qui vont à l'encontre de la religion, en mettant le doigt sur les choses qui vont à l'encontre de la morale et aussi de la tariqa. Comme récemment son discours de khalifa général, oui. Pour ne pas dire de politique générale, qu'il a prononcé vis-à-vis de tous les acteurs de la société, acteurs politiques comme non politiques. Exactement, et il a touché tous les secteurs d'activité de notre vie sociale afin de rappeler d'abord. Est-ce que c'est ça un peu l'importance d'un guide? C'est lorsqu'il voit des dérives dans notre société, faire des rappels aux communautés, faire des rappels aux hommes politiques, faire des rappels aux acteurs économiques dans à leur demande d'assumer leurs responsabilités, mais aussi de donner des orientations dans la bonne marche, dans la bonne direction, afin qu'on puisse arriver à un vivre ensemble, afin qu'on puisse aller vers un développement harmonieux et qu'on puisse vivre notre religion dans de bonnes dispositions. Question plus personnelle, qu'est-ce que ça fait d'être l'héritier de notre grand-père Al-Amin, surtout ses missions de paix à l'endroit de la jeunesse? Question posée par Cheikh Malik Fall. Nous n'avons jamais essayé de le remplacer parce qu'ils sont d'une dimension extraordinaire. Parfois, je vois dans les réseaux sociaux les gens penser que nous essayons de prendre, en tout cas, de prendre sa place. Une place qui est trop grande, j'ai l'habitude de dire pour nous. Mais nous pensons que, comme disait Serigne Cheikh, nous essayons de vivre notre temps et de jouer le rôle qui est scié par rapport aux responsabilités qui nous incombent. C'est uniquement ce qui nous... Évidemment, j'ai l'habitude de dire qu'ils ont mis la barre très haut dans un autre contexte. Le contexte, ils n'ont pas beaucoup vécu le contexte des réseaux sociaux avec une communication plus ardue, plus agressive. Il fait que on ne peut pas toujours la vitesse des informations devient de plus en plus importante. Donc notre contexte aujourd'hui est différent du leur, mais nous continuerons à vivre notre temps sans singer, comme on a l'habitude de dire, sans singer leur démarche. À chaque situation, nous regardons qu'est-ce qui s'y est pour agir et nous posons les actes que nous pensons être utiles pour notre communauté. C'est cela notre point de vue. Très bien. On va terminer par des questions économiques et peut-être si on a le temps parler de la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Question économique, c'est le temps un peu du TER, aujourd'hui on peut le dire, avec le train express régional qui a été inauguré, mais aussi de grands chantiers de l'État où on parle de centaines de milliards, voire de milliers de milliards. Est-ce que vous avez le sentiment que dans ces grands chantiers,
la transparence, la bonne gouvernance est au rendez-vous parce que le débat est là. Beaucoup de Sénégalais pensent que, oui, que l'État doit être plus transparent dans sa politique des grandes infrastructures. Oui, d'abord, il faut voir que le référentiel du Sénégal, le PSE, dont on parle même de moins en moins maintenant, est basé sur une transformation structurelle de notre économie, un mot qui englobe énormément de choses aussi, mais qui devrait en tout cas, qui est basé sur un programme de construction d'infrastructures. Maintenant, il est évident aussi que il y a parfois, on a une perception parfois négative dans la transparence, dans la réalisation de certaines infrastructures. Et cela est dû parfois à des tergiversations sur les chiffres. Sur le terre, par exemple, au début, il y a eu 2 ministres qui ont donné 2 chiffres différents. Cela peut apporter, même si c'est dans des contextes parfois où voilà, la communication n'est pas très bien faite, on peut penser qu'il peut y avoir des problèmes de transparence. Et je pense que c'est sur ce point-là, si j'avais je ne veux pas donner d'injonction à l'État, mais je donne des conseils, si je peux dire. Si je peux donner des conseils à l'État, c'est peut-être dans la transparence, dans la gestion des infrastructures. Pour la plupart du temps, on ne sait pas si c'est des dons, on ne sait pas si c'est des dettes. Et cela peut, disons, apporter des suspicions dans la perception de certaines infrastructures. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, les infrastructures sont importantes et à long terme, elles sont toujours rentables pour notre pays. Y compris le TER. Je le pense. Qu'en termes d'opportunités, qu'il fallait vraiment le faire. Je le pense surtout quand on sait que le chemin de fer est l'un des... en tout cas, le retard que nous avions sur le chemin de fer était important, même si nous avons eu les premiers chemins de fer d'Afrique, finalement, avec, disons, le recul, on a perdu du terrain. Je pense que réhabiliter ces chemins de fer est un bon choix en termes de vision du chef de l'État. Je pense que c'est un bon choix. Mais que ça ne s'arrête pas quand même à Diamniadio. Oui, bien sûr. Non, quand je dis réhabiliter, ce sera réhabiliter les chemins de fer. Dakar-Bamako, Dakar-Saint-Louis, etc., même aller jusqu'au sud. Pour moi, ce serait vraiment une bonne chose. Si on a des contraintes de concentration de la vie économique à Dakar, je pense que l'une des raisons, c'est de n'avoir pas eu les moyens, en tout cas, de transport de masse qui permettent aux gens d'aller et de revenir, de permettre aux marchandises d'aller et de revenir dans des conditions optimales. Sur quel modèle commercial ou économique, si on prend l'exemple du TER, le débat c'est qu'on dit, bon, il y a la SETER qui est contrôlée par la Société nationale des chemins de fer de France, qui est chargée de l'exploitation commerciale. SENTER, la société de patrimoine qui appartient à l'État du Sénégal, mais qui n'exploite pas. Sur quel modèle? Vous travaillez sur des modèles économiques aussi, en tant qu'industriel. Si je prends l'exemple du Maroc, qui vient de finaliser son TGV, son LGV, c'est un train allant à grande vitesse, Tanger-Rabat. C'est sur la base d'un partenariat avec la SNCF de la France. L'ONCF du Maroc a eu un partenariat depuis la conception jusqu'à l'exploitation. Sur quel maintenant modèle nous avons travaillé avec la SETER? J'entends depuis hier ou avant-hier des débats entre la SETER et notre ami Abdrahmane Diouf qui a sorti ces 5 scandales. Je pense que, dans le principe, on peut travailler, on est obligé même parfois de travailler avec des sociétés internationales qui ont l'expérience, c'est vrai, de la conception, la réalisation et l'exploitation de ces projets de grande envergure. Maintenant, c'est dans la manière, je pense qu'il faut peut-être réfléchir. Est-ce qu'il faut totalement, comment dirais-je, externaliser ce type de prestations, ou bien trouver un schéma de partenariat où, à terme, les Sénégalais
prennent en charge et sont appuyés par une expertise externe dans la gestion. Je pense que c'est le secteur privé national, puisque vous en êtes un des représentants ici. Exactement. Je pense que le secteur privé national devrait jouer un rôle important. Et c'est le lieu de nouer des partenariats avec des multinationales qui ont l'expertise afin de permettre... Et c'est pourquoi moi j'aime bien le modèle du Maroc. Je le cite souvent, parce que c'est un modèle qui est très nationaliste, mais qui va chercher l'expertise ailleurs et utiliser cette expertise afin de travailler en symbiose et donner aux nationaux maintenant le soin de pouvoir terminer. Le Sénégal, dans la construction des infrastructures, dans l'exploitation de ces infrastructures, devrait mieux inciter les privés nationaux à établir des relations de partenariat avec des sociétés étrangères pour qu'à terme, qu'on puisse nous, en tant que privé national, prendre en charge ces besoins-là. Une fraction de seconde, la présidence de l'Union africaine par le Sénégal, le président Macky Sall, à partir du mois de février, en une fraction de seconde. Quelles sont vos attentes? C'est vrai, sur le plan diplomatique, ça permet, le Sénégal a toujours joué un rôle diplomatique important, donc le président Macky Sall pourra bénéficier de ce tournoi diplomatique traditionnel sénégalais pour poser des actes forts dans l'Union africaine. On le voit, les troubles qu'il y a un peu partout en Afrique, ça c'est au plan politique. Le Sahel, la Corne de l'Afrique, les transitions difficiles aujourd'hui qu'on a dans certains pays, la Guinée, le Tchad, etc. Le Mali. Donc tout cela devrait, en tout cas le Sénégal est attendu, le chef de l'État est attendu sur ces grands chantiers. Mais aussi au plan économique, la SLECAF, on en parle, la zone de libre-échange africaine, qui devrait peut-être permettre, en tout cas, d'ouvrir le marché à certains pays africains et de favoriser le commerce intracommunautaire. Merci, cher Ahmed Tidiane Sy Al Amine, était l'invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, avec au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Pape Doudou Diallo, Mamoudi Brakan à la présentation. Merci à l'équipe technique, Sidi Niang, Iba Marsen, Ndiankou. Merci aussi pour les réseaux sociaux à Biram Pouy et Fatimata Ba. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain, mais n'oubliez pas le match des Lions, lundi, la première apparition de nos représentants à cette CAN qui se tient au Cameroun, ce sera face au Zimbabwe. Bonne chance donc aux Lions, tous voilà, derrière nos champions, avec la coupe qui sera peut-être à Dakar, pourquoi pas, cette fois-ci, cher Ahmed Tidiane Sy. C'est tout le mal que je souhaite à nos Lions. Une fois, moi, j'ai été un bon milieu de terrain. Ah bon, mais voilà. Mais on aurait dû vous sélectionner. Merci en tout cas, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.